Mon cher Alexandre, bonjour. Bonjour, Comment ça va? mais bien et toi? Très bien, merci. Tu as gagné plusieurs fois le Fribourg by Night Trail et aujourd'hui, tu dis que les courses deviennent moins importantes. Qu'est-ce qui a changé dans ton moteur? Bon, les courses n'ont jamais été vraiment importantes, je pense. C'est que quand on a un bon niveau, on se dit, allez, on s'inscrit à une course. C'est toujours un petit peu grisant de participer, de faire des bons résultats. Mais à la fin, ben, c'est aussi beaucoup de sacrifices, que ce soit au niveau du temps, que ce soit au niveau de la préparation. Puis au final, ben, moi, ce qui m'a toujours motivé dans le sport d'endurance, c'est de bouger. Et du coup, ben, une semaine où je vais devoir faire un trail le samedi, ben, je vais être un peu restreint dans cette activité. Pour moi, plus je peux bouger pendant une journée, mieux elle est réussie. Pour les gens qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas la vidéo, est-ce que tu pourrais nous dire déjà qui tu es et d'où tu viens? Alors, du coup, je suis né à Ria, effectivement, mais je pense que ça explique pas tout. J'ai surtout grandi en Veuvez, donc tout d'abord à Atalance, puis à Bossonance, puis à Remoffens, pour ceux qui connaissent la région. Mais la scolarité primaire, je l'ai fait à Remoffens, ensuite mon CO à Châtel-Saint-Denis, puis ensuite je suis parti du côté de la Gruyère pour faire le collège, alias gymnase, au Collège du Sud, à Bulle. Et finalement, bah, j'ai terminé à Lausanne, à l'EPFL, pour mes études supérieures. Et maintenant, je travaille aussi à Lausanne, au Mont-sur-Lausanne pour être précis, dans un bureau qui est spécialisé dans la cartographie et les SIG, Systèmes d'information géographique. Tu as bien situé le contexte en disant que tu viens de la Veuvez. C'était pour illustrer ou souligner peut-être la topographie particulière de cette région. Ouais, bah, est-ce que je viens de la Veuvez? En vrai, mes deux parents sont issus de la vallée de la Jogne. Donc, ma maman est de Jaun, village germanophone, et mon papa de Charmey, le village juste à côté. Donc, au niveau origine, je suis clairement gruyérien, mais j'ai passé la plupart de ma vie en Veuvez. Donc, un peu des origines contrastées. Mais en soi, j'aime les deux régions et au final, c'est les Préalpes et c'est un terrain de jeu fou. Hmm. Parlons justement de ton enfance. J'imagine que quand tu ouvres la porte de chez toi et que tu vois derrière ton jardin les collines, ça doit quand même être grisant. Donc c'était quoi ton enfance? Bah, au final, je pense pas que j'étais grand aventurier à l'époque, même si avec mes parents, chaque week-end, on sortait, on allait faire du VTT, du vélo, de la randonnée. Mais je pense comme tout enfant, au début, on trouve pas ça incroyable. Enfin, après coup, j'en garde un souvenir incroyable, mais au final, sur le moment, je pense comme tous les enfants, on se disait, ah non, on va encore marcher, ah non, on va encore faire du vélo. Mais après coup, on se rend compte que d'avoir été mis dans ce milieu, c'est une chance incroyable parce que actuellement, ben, la plupart des week-ends, je les passe dehors et je suis éternellement reconnaissant d'avoir été initié à ça et de maintenant avoir les clés et l'envie de sortir parce que je sais que c'est quand même super beau là-bas. Je partage tout à fait cette sensation. J'ai des enfants qui sont petits et à chaque fois qu'on dit on va marcher, eh ben franchement, C'est difficile. c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, toi-même, quand tu étais petit, bah, comme tu l'as dit, la course à pied, c'était pas ton dada. C'était plutôt dans le ski que tu as pratiqué quand même à haute dose, j'ai cru comprendre. Oui, effectivement, bah, j'ai quand même fait pas mal d'endurance en étant petit, mais comme un enfant. Mais j'étais aussi sportif plutôt dans la technique, dans le ski. Donc, ma maman, comme elle aidait ses grands-parents à Jaun, tous les mercredis, on avait la chance, donc mercredi après-midi, congé dans le canton de Fribourg, d'aller faire l'entraînement au ski club Jaun. Et là, j'avais tous mes cousins, cousines qui étaient aussi au ski club. Et franchement, il y avait des bons entraîneurs, un bon niveau. Et au fur et à mesure, ben, on a progressé et il s'est trouvé qu'on avait un assez bon niveau au niveau romain. Et on a pu intégrer la plupart de mes cousins, cousines ski romain. Et on était tous à peu près du même âge, y compris ma sœur.
Donc ça faisait une dynamique assez folle et toute la famille était focus autour du ski avec un soutien énorme. Et du coup, j'ai pu faire jusqu'à la fin du CO, cycle d'orientation du ski à fond. On allait à Zermatt, à Saas-Fee l'été, on pouvait louper l'école pour ça. C'était une belle école de vie, trop trop bien. Et c'était vraiment le sport pour moi, c'était le ski. C'était vraiment pas le sport d'endurance. Peut-être qu'à une ou deux fois, on devait aller courir après une journée de ski, avant l'entraînement physique, le gainage. Mais c'était plutôt un moment pas fou. Ouais. C'était vraiment pas une passion. Et pourtant, aujourd'hui, ce soir, tu es là pour parler de trail et de course à pied. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de ton CO, peut-être la fin de tes études obligatoires, et aujourd'hui, fast forward, une quinzaine d'années après? Bon, au final, le ski, ça a duré justement jusqu'à la fin du CO. Après, il a fallu prendre une décision. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue pas? Parce qu'après, ça impacte aussi sur le futur. Donc, tant qu'on fait l'école obligatoire, on suit le cursus normal. Après, c'est est-ce qu'on va au gymnase, au collège, ou est-ce qu'on se focus à 100% sur le ski? Donc, c'est entre guillemets une manière de devenir professionnel. J'avais plus ou moins cette occasion. J'aurais pu si je voulais le faire, mais d'un commun accord avec mes parents, j'étais pas dans le gratin du ski suisse, bien placé, mais l'expérience d'autres avant moi a montré que si on avait cette place, c'était quand même très rare de réussir à percer. Aussi un certain budget à assumer pour les parents. Et du coup, ça s'est arrêté là, plus ou moins du jour au lendemain. Et du coup, la petite graine d'aventure, de passer du temps dehors que j'ai passé quand j'étais petit, a fait que j'ai dû remplacer ça par autre chose. Et je me suis mis à courir, à aller faire du vélo, un peu plus qu'avant, pour remplacer un peu cette part de temps que me prenait le ski, qui était quand même devenue assez conséquente. Et on commence comment à courir quand on est ado, et puis, entre guillemets, c'est à contre-cœur, et que c'est juste pour faire quelque chose. On commence par quoi? Bon, il y a un pote qui te dit ah, il y a une application qui s'appelle Strava, trop cool, regarde, t'installes, et puis première course, tu pars à fond, et puis t'essayes de faire la meilleure perf de tous les temps. C'est comme ça que ça a commencé. Je pense mes 3 premières sorties Strava, c'est autour de chez moi, à Remofonce, à 4 au kill, à essayer d'aller le plus vite possible. Bon, t'avais quand même certaines prédispositions étant donné que t'as pratiqué du ski, t'as peut-être fait du ski de randonnée, donc j'imagine que le coffre, la caisse, tu l'avais. Et à partir de quel moment tu t'es dit, tiens, je peux quand même faire des bons résultats indépendamment du fait que t'as peut-être des coms ou des CR, enfin des segments Strava à aller prendre dans le secteur de Remofonce? Je sais pas, je me suis vraiment pas dit ça tout de suite. Je sais pas, c'est une espèce de... Enfin, c'est la force de ces applications à nous récompenser avec un peu du vent. C'est mon avis actuellement, donc mais c'était pas du tout le cas à l'époque. C'est vraiment, ils arrivent à nous motiver, à nous dépasser, et peut-être des fois aussi pas dans le bon sens, parce que maintenant mon conseil serait plutôt d'y aller progressivement, mais moi j'ai commencé vraiment à fond. Comme tu dis, il y avait sûrement des prédispositions, mais je pense que si j'avais continué comme ça très longtemps, je me serais blessé. Et j'ai aussi été sauvé par le fait que je faisais vraiment beaucoup plus de vélo que de course à pied. Et c'est quand même un peu plus facile de rester en bonne santé en faisant du vélo à fond que de la course à pied à fond des manettes. Tu faisais un peu de la régénération malgré toi, de la course à pied en faisant du vélo, effectivement. Et qu'est-ce que la course à pied elle t'a apporté après cette déception ou cette fin de carrière dans le ski? Qu'est-ce que tu as trouvé dans la course à pied? Moi, je pense pas que c'était une déception parce que je continuais à aller skier, et j'avais plaisir à skier, mais c'était juste plutôt de se libérer l'esprit parce que je commençais aussi les études un petit peu plus compliquées, et avec un peu plus de travail, et ça,
ça a toujours été, et ça l'est toujours, un moyen de faire un petit reset mental, même si le cerveau, il réfléchit toujours un peu pendant la course, mais pas la même chose. On voit des trucs en courant, une maison a changé de couleur, ici le chemin est fermé. Mais il y a aussi des moments où on est sur une longue ligne droite, puis on pense à des trucs qu'on ne penserait pas dans le rush de la vie de tous les jours. Et ça, je pense que ça a été quasi dès le début, même si au début il y avait justement ce sentiment de vouloir nouveau performer comme au ski, d'amener des résultats qui étaient que sur Strava au début. Et ouais, c'est venu assez vite remplacer ça. Dans la bio que tu m'as gentiment envoyée, tu parlais justement enfin, tu as mentionné le fait que la course à pied, ça t'apporte cette fameuse productivité intellectuelle. C'est un mot qui m'a énormément parlé parce que pendant très longtemps, j'avais un enregistreur avec moi à chaque fois que je faisais une sortie parce que j'avais plein d'idées. Alors, beaucoup n'ont pas été concrétisés, mais c'est vrai que ça nous apporte quand même une certaine inspiration et puis de voir les paysages, on a systématiquement plein d'idées. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte en plus le fait de courir maintenant, que tu chasses plus forcément les records? Je pense que typiquement pendant la saison d'hiver, je bosse le matin, 4 heures. À midi, je prends 1 heure et demie de pause pour aller courir. Puis ensuite, je rebosse 4 heures. Mais pour moi, c'est quand même la recette absolue. Même niveau productivité, j'estime que tu peux pas être focus 8 heures de suite non-stop. Enfin, quoi que tu fasses, hein, c'est pas forcément du sport, de la course, mais juste se changer les idées. Euh, Ça peut être la pause de midi, mais la pause de midi, c'est souvent aussi avec des collègues et de parler de travail. Donc là, dans mon entreprise, j'ai réussi de motiver de plus en plus de personnes à venir aussi de temps en temps courir avec moi. Et je pense que c'est assez positif parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent. Donc je pense que c'est une recette quand même plutôt cool. Mhm. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu découvres les personnes aussi d'une autre manière au sein de l'entreprise. Il y a des gens qui se rendent compte, ah tiens, t'es sportif, etc. Et puis, enfin, ça permet de nouveau de véhiculer aussi, de partager d'autres valeurs et d'autres moments, comme tu le dis, autres que le monde du travail. Et puis, c'est des choses qui peuvent vraiment faire la différence dans une entreprise. Au niveau de la cohésion de groupe, c'est vrai que c'est extrêmement fin. J'ai malheureusement pas réussi à trouver des gens dans mon entreprise qui veulent venir courir avec moi, quand bien même je sais qu'il y en a qui courent, mais je renonce pas, je lâcherai pas. Tu as également une particularité, alors c'est un peu la partie coureur-cartographe. Quand on a discuté la première fois, tu m'as parlé de tuiles et puis d'exploration States Hunter. Vas-y, raconte-moi de quoi il s'agit, parce que ça, pour le coup, ça permet peut-être effectivement, alors tu l'as peut-être découvert quand tu t'es dit, tiens, il faut que je quitte un peu le côté compète, et puis t'es tombé là-dessus, ou t'es tombé par hasard, mais je suis vraiment très ravi et très intéressé que tu nous en parles. Oui, alors moi je travaille dans un bureau qui gère des systèmes d'information géographique. Donc c'est en gros informaticien des cartes. Donc je ne connaissais pas ça avant d'arriver dans mon entreprise. C'est mon patron qui m'a montré cette app et je suis tombé fan. Pourquoi? Parce que en gros le concept, ça s'appelle Stat Hunter. Si vous le tapez sur Google, vous trouverez assez facilement. Donc, on peut connecter ça à son compte Strava. Strava réapparaît. Maintenant, pas forcément dans un mode compétition, mais plutôt exploratoire. Donc, le concept, c'est de couvrir le monde de tuiles. Des tuiles, c'est comme un carrelage qu'on a chez nous. Donc, qui découpe le monde en carrés de approximativement 1,6 km par 1,6 km. Ça dépend de la latitude, mais j'entrerai pas dans les détails. Ils pourront aller voir sur le site internet. Exactement. Mais du coup, le but, c'est de connecter son compte Strava et à chaque sortie qu'on va faire, et c'est aussi rétrospectif, donc celle qu'on a fait avant de se connecter à ce site, vont être comptabilisées. Donc à chaque fois qu'on fait une sortie et qu'on passe dans un de ces carrés, on va l'allumer d'une certaine couleur, et le but, c'est de découvrir le plus grand nombre de ces tuiles, donc de ces petits carrés, et de collectionner ces petits carrés.
Et ça paraît tout bête comme concept, mais j'ai découvert tellement d'endroits fous qui sont même pas si loin de chez moi, parce qu'on a quand même toujours cette tendance à aller où on connaît. Et c'est un peu une... Bah, typique, si on a une grosse journée de travail, on n'a pas envie de réfléchir à un itinéraire, on va faire ce qu'on connaît. Mais quand on peut prendre un petit peu le temps de planifier et se dire, mais c'est vrai que ça c'est à 5 kills de chez moi, j'ai jamais mis les pieds là-bas. Et au final, on découvre des choses qui sont souvent assez folles, vraiment juste en étant motivé par chasser des petits carrés. Ça paraît un peu superficiel comme ça. C'est pas un réseau social, donc on va pas pouvoir montrer ça à tout le monde. C'est vraiment purement pour soi de collecter ces petits carrés et de découvrir plein d'endroits. Et au niveau de la découverte de plein d'endroits, est-ce que tu tiens quand même, alors pas au niveau performance, mais est-ce que tu as un nombre de carrés que tu as déjà couvert ou une superficie que tu as déjà couvert? Oui, alors comme toujours, on peut tourner ça en performance. Et je pense que c'est vraiment plutôt interne, mais du coup ça l'est. Ben, il y a des stats sur ce site sur le pourcentage du pays qu'on a couvert en petits carrés. Et là, actuellement, je suis à 40% de la Suisse. Et c'est vrai que c'est un petit challenge de se dire bah, jusqu'où je pourrais aller dans ce pourcentage, en sachant que bah, les carrés les plus proches, ils sont déjà faits. Et que chaque carré est toujours généralement un peu plus dur à avoir que le précédent. Bon, 60%, alors je sais pas si la partie alpine est considérée dans ces carrés qui sont accessibles. Ah, bien sûr, il y a tout. Ouais, alors voilà, donc le 100% risque d'être un peu difficile à atteindre, mais bon, qui sait finalement. Ah, je pense pas. Ouais. Je pense vraiment. Enfin, je fais de l'alpinisme, je fais du ski alpinisme, donc il y a quand même. Pour moi, il n'y a aucun carré en Suisse qui est inaccessible. Ça peut être un projet de vie, par exemple, mais pour moi, ça, ce sera toujours quelque chose qui restera en tête, je pense. Mais il y a un exemple, je sais pas si tu connais, mais Pascal Bourquin, qui pourrait être une personne intéressante à interviewer. Donc, il mène un petit projet perso, il est bientôt à la retraite, c'est un journaliste jurassien qui mène un projet qui s'appelle La Vie en jaune. Donc, son but, c'est de parcourir tous les chemins de randonnée de Suisse. Donc, jaune, rouge et Ouais. bleu, Mhm. qui sont sur Sur toutes les les cartes, cartes. Suisse mobile. Et du coup, ça représente à peu près 45 000 kilomètres. Et il a déjà aussi un bon pourcentage. Je pourrais t'envoyer le lien. Avec grand plaisir. Et c'est ce genre de projet d'une vie qui est cool et qui te garantit d'être une des personnes qui connaît le mieux la Suisse ou, sans parler de Suisse, la région alpine en faisant tout ça. C'est clair qu'en termes de découverte, c'est assez extraordinaire. Bah, tu as parlé de 40% donc des secteurs qui sont les plus proches de chez toi. Comment est-ce que tu choisis tes itinéraires ou pour un week-end par exemple, justement, pour te dire, bah, alors peut-être au départ, tu avais un secteur qui était à proximité, mais maintenant, si tu devais aller chercher un carré qui est peut-être un peu en dehors du canton, comment est-ce que tu t'y prends? Moi, je pense que le premier critère, c'est qui vient avec moi. Donc ça va être, je pense, le critère principal, parce qu'on va pas faire une chose que la personne ne peut pas faire. Je partage plein de sorties avec ma compagne, avec mes amis, suivant leurs contraintes aussi. On peut avoir un souper à 17h le soir, on va pas aller chercher un carré à Coire ce jour-là. Ensuite, la météo. Donc ça va aussi restreindre la zone. Donc là, on sera déjà un peu limité sur le territoire. Puis ensuite, est-ce qu'il y a un carré qui est prenable dans un temps raisonnable et qui a l'air quand même cool? Et puis là, c'est parti. Si je suis seul, je peux laisser tomber les deux premiers critères et puis dire, bon, il fera peut-être un peu moche. Je dois me faire 3 heures de train. Mais bon, je suis seul, c'est moi qui assume. Fribourg by Night Trail, c'est une course que tu as gagnée à de multiples reprises. En 2025, tu as terminé deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne pose pas la question. Rien à voir. Qu'est-ce qui s'est
Vas-y, non. Qu'est-ce que... pardon. Qu'est-ce qui fait gagner, qu'est-ce qui permet de gagner une course nocturne autant de fois déjà, mec? Déjà, qu'est-ce qui permet de faire la différence sur une course nocturne par rapport à une course de jour? Parce que tu pratiques les deux déjà. Ah, je pense que faut déjà bien charger sa frontale. Sinon, ça devient vite compliqué. Même si cette année, il y avait tellement de brouillard que sur certaines sections, la frontale, elle péjorait presque un peu. Parce que, comme on peut des fois le voir en voiture, d'avoir les grands phares dans le brouillard, c'est pas idéal. Non, mais je pense pas que ça change énormément. Même si pour moi, même si on est bien équipé niveau lumière, d'être quelqu'un du coin qui habite ici et qui peut aller quand même relativement souvent sur les chemins du parcours, c'est un avantage. Soit quand il y a de la neige, quand ça glisse, quand il y a de la boue, ou que on a une moins bonne visibilité du fait qu'il fasse nuit. Je pense que c'est le seul avantage. Sinon, c'est un parcours très rythmé, il faut pouvoir être rapide, mais quand même bien aimer la montée. Ça, en tout cas, ça m'a toujours bien convenu. Mhm. Il n'y a pas énormément effectivement dénivelé, je crois qu'il y a 1100 mètres de dénivelé Ouais, sur les 1100 30 mètres. km. Mais en revanche, effectivement, quand il faut relancer, il faut y aller. Donc, ne serait-ce que la reconnaissance du parcours, c'est peut-être quelque chose qui peut aider. Donc, toi, tu disais, tu vis à proximité. Mais il n'y a pas tout le monde qui vit à proximité. Mais venir reconnaître le parcours, alors peut-être une année avant si on peut, mais plus ou moins dans les mêmes conditions, ça aide déjà pas mal pour savoir à quel moment on peut envoyer la sauce. Oui, effectivement, il n'y a pas énormément de dénivelé par rapport à la distance, mais ça reste technique quand même la plupart du temps. Donc même des portions de plat vont être quand même assez difficiles, entre guillemets, si on ne les connaît pas. Et aussi, je pense que un parcours qui a une montée de 1000 mètres, une descente de 1000 mètres, une montée de 2000 mètres, on aura certes 2000 mètres dénivelé, c'est quand même relativement facile à gérer. Là, si on ne connaît pas le parcours, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. À tout moment, on a un radar qui sera certes que de 80 mètres dénivelé, mais si on n'est pas prêt mentalement, c'est compliqué. Alors que si on sait par cœur ce qui va venir, je pense que c'est un avantage énorme. Je connais passablement de gens qui font cette course-là et parce que c'est une course qui est à Fribourg, ils ont peut-être tendance à l'aborder de manière un peu plus légère qu'une course qui parcourrait dans un lieu un peu plus lointain. C'est quoi les erreurs typiques de quelqu'un qui est amateur qui se lancerait la première fois sur cette course, d'après toi? J'ai l'impression que c'est souvent un peu le pont vers une plus grande distance. Donc là, je connais quand même pas mal de gens qui ont commencé à faire un 30 km sur cette course, justement parce que, comme tu dis, pas beaucoup de dénivelé. On est à Fribourg. C'est pas vraiment du trail, du coup. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui font que, allez, ouais, 30 kills à Fribourg, je le fais. Alors que si on te dit que c'est 30 kills à Zermatt, tu seras peut-être un petit peu plus prudent. Et je pense que c'est surtout le fait de découvrir la distance et de ne pas être habitué à l'alimentation, à la préparation, qui fait que ça peut être dur dans certains cas. Mais après, pour moi, si on peut faire un 30 kills dans les Préalpes, on peut faire le Fribourg by Night, sans souci. Deuxième course, le Gruyère Trail Charmette, format 54 km, que tu as également remporté à plusieurs reprises. Là, on n'est plus dans un 31. Alors, on dit qu'on est déjà dans l'ultra, alors c'est un petit ultra. On a passé le format marathon. Comment est-ce que tu gères un 54 km? Alors, pour moi, c'est quand même tout le temps à peu près la même chose. Donc là, certes, on part pour beaucoup plus d'heures. Donc un Fribourg by Night, c'est environ 2h30. Là, c'est plutôt 6 heures. On part aussi de nuit. C'est vraiment du feeling pur. Je ne saurais pas décrire comment gérer cette course. Mais là aussi, grande connaissance du terrain. Comme j'ai dit tout à l'heure, mon papa est originaire de Charmey. J'ai aussi passé quand même pas mal de temps là-bas. Je connais bien le coin. Mais comment préparer un 54 km? Je pense qu'il faut quand même un peu plus de volume aussi.
Là, on parle de 3800 mètres dénivelé, c'est plus 1200. Donc, je pense que ce qu'on peut sous-estimer, c'est les descentes. En tout cas, moi, c'est toujours ce qui m'a posé le plus de problèmes. La montée, musculairement, je trouve beaucoup plus facile que de descendre, même aussi mentalement. La charge mentale à la montée, elle est quand même relativement faible. C'est vraiment juste de la souffrance ou non, suivant son état physique. Mais à la descente, le moindre moment où on s'égare, surtout après 6 heures, voire beaucoup plus suivant les personnes, ben, je pense que là, il faut vraiment être prêt et faire peut-être quand même quelques longues sorties en amont. On dit toujours que pour un marathon, il ne faut pas courir un marathon pour s'entraîner. Mais dans le cas de trail, je pense que c'est bien, si ce n'est de pas parcourir la distance et la dénivelée, mais en tout cas passer du temps dehors, peut-être aller moins vite, mais de se rendre compte à quel point ben, c'est demandant de rester concentré, et de faire ses descentes. S'imprégner des difficultés qu'on va rencontrer le jour de la course. Tu disais, c'est 3 heures pour toi le GTC. Moi, c'était plutôt 4 les premières fois que je courais, mais ça reste quand même des distances ou des durées qui sont pas hyper longues. Mais là, 6 heures, tu pars le matin, donc il y a la gestion de la fatigue peut-être d'avant. 6 heures, tu vas quand même manger quelque chose, tu vas boire quelque chose. Donc il y a quand même ces notions-là qu'il faut aussi prendre en compte et qui peuvent te ruiner une course parce que en soi, si tu n'es pas habitué à devoir manger ou t'alimenter sur des périodes autant longues, ça peut vite devenir un cauchemar ta course. Exactement, ben, je pense que le point clé, c'est quand même souvent l'alimentation et l'hydratation. Donc ça, avoir un plan clair, si on n'a jamais fait une sortie de 8 heures alors qu'on va passer 8 heures sur le GTC, c'est quand même compliqué. Et comme j'ai dit, il n'y a pas besoin de parcourir la distance avant, mais de passer du temps dehors et de savoir comment son corps réagit après tant de temps d'effort et tant de privation d'énergie, ça c'est quand même assez vital, je pense. C'est un des conseils principaux. Troisième course, Trail des Pacos, de retour en 2025 après de nombreuses années d'absence. Enfin le retour. Tu as participé au marathon de trail. Euh, Forcément une course un peu dans la région aussi. J'imagine que tu connais aussi un petit peu la région. Un format entre le Fribourg by Night et le GTC. Donc au niveau attitude de course, bah, c'est comme d'habitude je pense. C'est quelque chose de plus rapide. C'est un parcours que tu as quand même reconnu ou pas du tout? Alors le trail de la Veuvez, ça me tenait particulièrement à cœur parce que j'avais pu gagner mon premier Gruyère Trail et du coup je m'étais inscrit pour le Trail de la Veuvez. C'était quand même chez moi où j'ai grandi et je me disais vraiment trop envie de le gagner. Et après, plus rien, silence radio et un peu déçu, même si on oublie vite. Enfin, et tout d'un coup, bah, ils ont relancé cette idée, nouveau comité, etc. Du coup, j'étais d'attaque. Et est-ce que j'ai reconnu le parcours? Non, parce que là, vraiment, je connaissais encore plus par cœur que le Gruyère Trail Charmey. Enfin, à Charmey, c'est des sentiers où je suis passé majoritairement pendant la course. Je l'ai fait 5 fois. Donc là, on connaît. Mais là, c'était plus que connaître. On connaît vraiment par cœur. Il n'y avait aucun doute que j'allais pas oublier de monter par-ci par-là. Donc non, j'ai pas été reconnaître, mais j'ai pris un plaisir parce que depuis que je vis à Fribourg, je suis aussi moins dans les Préalpes, surtout en Veuvez. Pas dans les Préalpes, plutôt Gantrich, etc. Mais c'est vrai que c'était cool de redécouvrir tout en connaissant quand même encore très bien le parcours. Mais oui, c'était très rapide. Ça, j'étais étonné à quel point c'était un parcours roulant. Même si je le connaissais, je l'avais jamais fait en course, donc on va toujours forcément un tout petit peu plus vite. C'était cool. On a parlé du coureur solide. Maintenant, on va voir le bubu. Une semaine type et puis ta méthode d'entraînement. Là, actuellement, tu expliquais que tu t'entraînes environ 20 heures par semaine. Ça dépend les périodes et les saisons. C'est quoi les séances clés pour toi dans une semaine d'entraînement?
Ben, je pense que là, je pourrais pas être de très bons conseils parce que je m'entraîne au plaisir. Je crois que je peux pas dire autre chose. Et pour moi, le seul conseil que je peux donner, c'est d'être progressif et de commencer vraiment tout doucement. Si on fait pas du tout de sport et que du jour au lendemain, on veut faire un entraînement comme quelqu'un qui est amateur dans le sport, ça va pas le faire. Il faudra commencer vraiment super doucement et au fur et à mesure, on pourra arriver à un 8 heures par semaine, 10 heures par semaine, tant de kilomètres par semaine. Et je pense que c'est ça le plus important. Après moi, ma semaine type, c'est vraiment une semaine, c'est vraiment juste passer le plus de temps possible dehors avec le temps que j'ai à disposition. Même si j'ai un temps minimum où je sais que, à part grande urgence ou devoir professionnel, familial, il y a quand même des minima. Donc pour moi, ben, pendant l'hiver, c'est ben, le week-end des sorties en ski de randonnée ou ski alpin toujours. Et la semaine, c'est 1h15 de course à pied à midi. Et puis l'été, c'est où je fais le plus grand volume, c'est de me déplacer à vélo jusqu'au travail. Donc je prends le train assez tôt à Fribourg jusqu'à Palaisieux. À Palaisieux, je sors du train, je vais jusqu'au Mont-sur-Lausanne à vélo, c'est à peu près 25 km. Ensuite, je bosse et le soir, je fais le Mont-sur-Lausanne à Fribourg. Pour le coup, du coup, ça me fait mes quasi 3 heures de sport, voire un petit peu plus par jour, durant quasi tout l'été, printemps, début d'automne. C'est assez plaisant quand même de pouvoir organiser, je dirais, son temps sportif. Mais effectivement, alors l'été, le printemps, c'est les saisons qui se prêtent plus à ça. Mais pour les gens qui ont pas trop de temps à cause des contraintes familiales, notamment pour s'entraîner, c'est vrai que ce genre d'idée-là, de prendre son bike ou de prendre le train pour faire la partie la moins intéressante ou la plus longue en train et puis terminer à vélo, ça c'est vraiment une transition dingue parce que mine de rien, tu fais quand même passablement de volume sur ta semaine, et puis tu vois autre chose, et puis tu t'aères l'esprit, c'est vrai que c'est vraiment cool, quoi. Totalement, parce que se déplacer prend du temps, que ce soit en voiture, en train ou n'importe. Et faire du sport prend du temps. Et là, on peut combiner les deux, en fait. C'est un peu win-win des deux côtés. Alors oui, ça va prendre souvent plus de temps d'aller avec soit à la course, soit en vélo, qu'avec une voiture, un train ou je ne sais quoi. Mais je pense qu'on est quand même gagnant au final. Et des fois, il faut juste voir que c'est possible et se dire ah, mais en fait, ce trajet, est-ce que je peux pas le faire à vélo? Typique, c'est d'aller faire les courses. Maintenant, on a des vélos totalement adaptés avec des grandes capacités de stockage ou d'aller, comme venir à cette interview. J'aurais pu prendre le bus. Ça m'aurait pris, je pense, là pour le coup, autant de temps que venir à vélo. Ouais, je pense que même le vélo, t'as pris moins de temps. Voilà, exactement. Avec les changements, donc ça c'est vrai que c'est nettement plus appréciable. Et puis il fait pas trop froid aujourd'hui. Exactement, et c'est jamais une obligation. Dans le sens, Ouais. s'il y a un temps pourri, c'est ok d'aller en bus. Je pense que je suis même un cycliste de beau temps en général. Quand il fait pas très beau, je prends le train à Romont au lieu de rentrer jusqu'à Fribourg. Ou même à Palaisieux. Effectivement, c'est ok. Et, pour garder aussi, comme tu disais avant, cette notion de plaisir, de pas se dire non, non, il faut absolument que j'aille jusqu'à la maison et peut-être qu'à ce moment-là, tu commences un peu à perdre cette notion de plaisir. Est-ce que tu as alors, comme tout le monde, j'imagine, tu as quand même de temps en temps des jours sans. Qu'est-ce que tu fais quand la motivation n'est pas là? Tu fais rien ou tu fais toujours quand même un petit quelque chose? Non, là, pour le coup, aussi, assez mauvais élève, je vais toujours faire quelque chose. Je pense que vraiment, si j'ai pas pu courir, si ce n'est que 2 km, je ferai une petite séance de gainage, que je fais jamais, parce que, encore une fois, très mauvais élève.
Mais je me dis, bon, j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas pu aller courir parce que, ou j'ai pas pu aller rouler parce que, bon, je fais quelques pompes, quelques abdos, ça fait du bien. Rester actif, rester mobile. Il y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire, je dirais. Bouger, c'est déjà ça l'essentiel. Exactement. Bien, on va arriver et avec toi, on va réinaugurer, on va relancer cette fameuse séquence de Sur le grill que j'ai arrêtée, je crois, à la saison 2 ou la saison 3. C'est pas la saison pourtant. Non, pas du tout, mais c'est peut-être pour je sais pas, annoncer. anticiper le printemps étant donné que l'hiver n'est pas arrivé cette année. Oui. Et à partir de maintenant, la séquence sur le grill, comme je te disais, aura lieu avec les épisodes de coureurs du dimanche, parce que c'est toujours plus sympa d'en apprendre encore plus sur les coureuses et les coureurs du dimanche quand ils viennent à la maison. Trop Je bien. rappelle le concept, 10 questions rapides, c'est jamais méchant, je l'espère. L'idée c'est de répondre le plus rapidement possible. Alexandre, est-ce que tu es prêt à passer sur le grill? Oui. C'est parti. Première question, tu préfères chrono ou aventure? Aventure. Le plus gros mythe sur le trail que tu veux démonter? Ou une fausse croyance sur le trail que tu veux démonter? Quand t'es vieux, tu dois faire de l'ultra. Ton signal numéro 1 qui te dit aujourd'hui je lève le pied. J'ai pas le temps. Ton combo ravito safe quand tu veux zéro surprise. Des gels et du coca. Le pire faux plan matos que tu as déjà tenté. Prendre les coques de souliers à ski sans les chaussons. Frontal plein pot où tu gères la batterie comme un radin. Je charge la batterie pas comme un radin. En course, tu pilotes plutôt aux sensations, à la fréquence cardiaque, à l'allure ou au mental. Je me laisse juste porter par le flow. Le truc le plus coureur du dimanche que tu fais encore. Bah, juste bouger plus le week-end. Enfin, la plupart de mes heures de sport, c'est le week-end. Tant mieux, hein, tu bouges le week-end. La phrase que tu sors pour motiver quelqu'un qui n'a pas envie de partir courir. Ouais, ça va être joli. Ton sting distinctif. Tu minimises la distance restante. C'est un talent ou un défaut? Bah, j'ai toujours l'impression de bien faire, mais on m'a souvent fait remonter qu'il fallait pas que je fasse ça, mais je pense que les gens maintenant l'anticipent aussi de leur côté. Je le fais tout le temps. J'en ai pour 6 heures, j'en fais 9. Bravo, félicitations, tu t'en es très très bien sorti. Je suis très content d'avoir relancé cette rubrique avec toi. Merci. Il y avait du talent, il y avait du niveau. On va passer à nouveau à une autre séquence des takeaways, donc des conseils que les coureuses et les coureurs du dimanche nous entendent. Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre avec eux de cet épisode-là? En 3 conseils qu'ils peuvent appliquer immédiatement. Le premier, ça concerne la régularité. Alors, on a cru comprendre que toi, la régularité, c'est tous les jours, donc c'est vrai que c'est un peu facile, mais pour les semaines chargées, parce que il y a toujours des périodes de l'année où on a des semaines où on a davantage de livrables. Toi, comment ça se passe pour toi, histoire de s'organiser pour ne pas louper un entraînement quand tu as une semaine qui est chargée? Bah, je pense que d'être régulier quand on a le temps, ça aide à se dire, la fois où c'est pas possible, allez, si cet entraînement qui tombe, c'est pas la fin du monde. Je pense qu'il faut surtout garder le focus quand c'est facile, en guillemets, suivant les personnes, c'est toujours pas forcément hyper facile, mais quand on a le temps, faut pas hésiter et aussi anticiper le moment où on va être dehors, parce que souvent on se dit flemme de faire ce bout à vélo, je peux rester dans le train entre Palaisieux et Lausanne au lieu de sortir à Palaisieux et de se faire 20 bornes. Mais au final, je l'ai fait 1-2 fois et chaque fois, t'es dans le train et tu te dis c'était quand même pas la bonne idée. Et au contraire, quand t'avais pas envie de sortir et que t'es sorti, tu te dis ah ouais, c'était quand même
T'es content de l'avoir fait. Tu regrettes jamais de l'avoir fait, effectivement. Exactement. Le deuxième conseil, en tout cas le deuxième point, la partie récupération. Comment est-ce que tu fais pour éviter de payer trop cher après une séance trop appuyée? Est-ce que il y a tu fais des étirements, tu fais des rouleaux de massage ou tu fais quelque chose de particulier? Moi, je pense que c'est plutôt de mon côté dans l'hygiène de vie, bien s'hydrater, manger sainement, cuisiner le plus possible. Je pense que comme ça m'a toujours réussi. Effectivement, des petits étirements par-ci par-là si on sent des gènes. Surtout pas laisser traîner une blessure ou des choses comme ça. Toujours être proactif au lieu d'en assumer. Certaines fois, je connais des cas, des conséquences quand même assez fâcheuses parce que surtout en course à pied, les blessures sont quand même très vite arrivées. Mais encore une fois, mieux vaut prévenir que guérir, donc vraiment y aller crescendo, d'être sûr de pouvoir supporter une certaine dose, un certain volume, une certaine vitesse, un certain nombre d'intensités. Ça, vraiment, il faut y aller crescendo. Et plus vous y allez crescendo, plus vous serez invincible en soi parce que vos tendons, toute votre musculature va s'adapter. Et ça, c'est la clé. Il faut vraiment pas se laisser influencer par quoi que ce soit. Dans ce sens-là, c'est vraiment le conseil principal, prévenir que guérir. La motivation. Tu débordes de motivation. D'ailleurs, les personnes qui vont écouter cet épisode, elles vont même être trempes de ta motivation. Je te remercie de leur part en avance. Comment est-ce que toi, tu leur proposerais de créer l'envie en jouant sur l'exploration? Notamment, on a parlé de ces fameuses cases qu'il fallait enclencher. Mais comment est-ce que tu leur suggérerais de créer l'envie peut-être à leur niveau en jouant avec peut-être l'environnement qui les entoure ou ce genre de choses? Je pense que s'ils ont déjà ce travail, ça coûte rien de mettre Stat Hunter et d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont exploré jusqu'à maintenant, parce que souvent quand même on se dit ah ouais, j'ai pas vu grand chose pas si loin de chez moi. Ça va forcément pousser à faire des sorties, pousser à faire des sorties qu'on n'aurait jamais faites, que ce soit à pied, à la marche, à vélo. Et honnêtement, pas besoin de cette app, hein. C'est juste une inscription sur un site. En vrai, juste aller à des endroits où vous n'êtes jamais allé. Et c'est toujours un peu plus de travail en amont, je pense. Mais sur le moment, on sera aussi un peu plus content que de revoir la Béra une 89e fois ou de revoir le Nirmont ou le Tesacho une 34e fois. D'aller juste à des endroits où on n'est jamais allé. Il n'y a rien besoin. Il faut pas que ce soit extrême, hein. L'aventure, c'est pas aller dans des endroits où que Mike Coranti aventurerait. C'est juste voir ce qui nous entoure. Ça peut être à l'autre bout du monde. Je suis pas convaincu que ce soit nécessaire, mais en tout cas, juste déjà dans le canton, dans la région, dans la Suisse, dans les Alpes, il y a tellement de trucs à voir. Merci infiniment pour ces conseils à prendre pour les personnes qui ont écouté et qui écoutent cet épisode. On est en février, on est début février, on enregistre cet épisode. Le Fribourg by Night 2026 est encore bien loin. Je serais très curieux de savoir quelles sont les aventures que tu t'es préparées ou que tu as prévues ou sur lesquelles tu es en train de réfléchir pour cette année 2026. Pour 2026, je t'avoue que j'ai pas encore trop réfléchi à mon programme. Alors, sans doute que le Fribourg by Night sera à mon calendrier, vu que le départ est à 200 mètres de chez moi. Mais sinon, pour les autres courses, sans doute nouveau le Trail de la Veuvez, essayer de reparticiper à cette course. Pourquoi pas d'autres nouvelles courses, mais comme j'ai dit, pas plus que ça, max 4, je pense, dans la saison, ce serait déjà incroyable. Mais sinon, que ce soit des défis, on n'est jamais en manque de défis et on n'est jamais en manque d'idées.
Euh, et sinon, bah, toujours plus de tuiles, hein. Je pense que ça restera un objectif chaque année, même s'il n'y a pas d'objectif chiffré. Faut prendre chaque bonne occasion. Des fois, on va à un endroit pour autre chose, on profite de prendre un de petits carrés. Et sinon, bah, des défis les plus originaux que les autres. Ça sonne très très bien. C'est un magnifique projet d'aventure. En tout cas, se laisser un peu bercer par les inspirations. Je te remercie mille fois d'être venu nous partager ton expérience, Alexandre. Mais merci à toi. C'était vraiment très très inspirant. Et puis, je te souhaite bon vent et puis au plaisir de te recroiser très bientôt. Mais à la prochaine.